De partout où vous nous suivez, je vous souhaite joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne année. C'est la fin de l'année 2019. Vraiment, merci. Merci de suivre votre magazine Deadline. Merci de nous accompagner. Nous avons commencé cette année avec vous dans Deadline et nous continuons. L'an 1 de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Quel bilan? Quel bilan de la politique en RDC pour l'année 2019? Pour en parler, j'ai deux invités que je vais vous présenter. Nous allons faire une analyse constructive sur l'année 2019, voir les points importants, ainsi que faire des propositions pour l'année 2020. Mais notre personnage essentiel, principal dans notre évaluation, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous vous saluons, Norbert Yamba-Yamba. Merci pour l'invitation. Norbert Yamba-Yamba est l'un des habitués de notre programme. Il est panafricaniste et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout à fait. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Merci à tous les téléspectateurs. Meilleurs vœux, bonne année. Nous espérons que le pays doit fonctionner autrement. Le président l'a dit, c'est une année d'action. Et nous croyons que tout le monde devra se mobiliser autour de l'action. Une année d'action. Et là, nous avons un tout nouveau. Il est le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques à l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, parti cher à son Excellence M. Agé Matemo, ministre de l'aménagement du territoire. Et là, je vais saluer Jean-Enoch Kabalo. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je prends part à cette Deadline. En tout cas, merci beaucoup aux téléspectateurs de cette émission, mais merci aussi à vous, les présentateurs de cette émission. Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Merci beaucoup, moi aussi autant. Et nous commençons avec l'élément marquant de cette année 2019, à la date du 24 janvier 2019, prestation de serment de Félix Tshisekedi, qui devient le 5e président de la République démocratique du Congo, l'alternance, la passation civilisée au sommet de l'État. Nous y sommes le 24 janvier 2019. Selon vous, quel a été votre sentiment en tant que cadre de l'UDPS, Norbert Yamba-Yamba? Double sentiment. Le premier sentiment, c'est que on a rêvé. Il y a depuis le 15 février 1982. On a rêvé de prendre les responsabilités dans son pays et de conduire ce pays dans la perspective de répondre aux préoccupations de notre peuple. Croyez-moi, 82. 2019, c'est 37 ans, jour pour jour. Il fallait beaucoup de patience, il fallait beaucoup de persévérance, mais il fallait aussi un peu plus d'intelligence politique. Et que voilà, toutes les circonstances se sont réunies. Et voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à la tête de la République et nous avons eu un sentiment de satisfaction, même si nous avons tellement suscité l'espérance, nous avons tellement suscité les attentes, mais nous croyons que c'est la responsabilité que nous avons voulu. Et aujourd'hui, nous sommes censés véritablement nous engager pour qu'on puisse répondre aux préoccupations de notre peuple. Deuxième sentiment, c'est que mon pays n'a jamais connu une telle aventure. De tout le temps, en 1960, certes, il y a eu élection, mise en place des institutions de la République, mais en 1965, il y a eu coup d'État, il n'y a pas eu remise de prise. Et on a continué pendant 32 ans d'une dictature perfectionnée. En 1997, arrive l'AFDL, j'allais dire un autre coup d'État, mais qui n'a pas permis naturellement la remise reprise.
Et puis, en 2001, avec l'assassinat du président Laurent Kabila, arrive Joseph Kabila à la tête de la République. Cette fois-là, il n'y avait pas de remise-reprise. Et il fallait entendre 18 ans, 22 ans, je crois, pour que finalement, on puisse, par une élection présidentielle démocratique, avoir un président, et fondamentalement qui vient de l'opposition, avec l'acceptation aussi de l'ancien. Et dans cette sorte de complicité, on a fait une remise-reprise. C'était un cadeau de l'année pour notre peuple, et qui a véritablement généré d'autres espoirs, d'autres attentes, pour dire que maintenant ou jamais, les pays doivent fonctionner autrement. Donc ce double sentiment, en tant que cadre de l'UDPS et en tant que Congolais, je crois, c'était l'ouverture d'un avenir prospère, le début du commencement de ce que peut représenter la mise en place des institutions républicaines. Jean-Enoch, vous êtes de l'ANADEC, parti membre du Front commun pour le Congo. Voilà. 18 ans à la tête du pays, le sénateur à vie Joseph Kabila organise l'élection. Selon vous, en tant que membre du Front commun, et sans oublier que vous aviez votre candidat, quelles ont été vos impressions par rapport à cette alternance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais ici d'abord présenter ma reconnaissance de mon co-débatteur juste à côté de moi. C'est nos aînés dont la chose sont en train de faire aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, nous restions scotchés devant nos télés pour le suivre, l'entendre parler et acquérir son savoir-faire, son savoir-dire sur le plateau de télévision. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, un privilège de passer cette émission à côté de lui. Une fois de plus, merci beaucoup. Ça me va au cœur, Enoch. Merci beaucoup. Mais pour revenir à votre question, d'abord, aujourd'hui, ce que je dois rappeler, c'est qu'en 2018, bien avant cela, en 2016, notre peuple jurait que sur les élections. C'était la chanson de tout le jour, matin, midi, soir. Le peuple congolais en avait marre, le peuple congolais voulait les élections à tout prix. Mais voilà que le processus a eu à poursuivre son bonhomme de chemin jusqu'au jour où nous sommes allés aux élections le 30 décembre 2018. En fait, c'était l'aspiration la plus profonde, c'était les désirs, le vouloir de notre peuple d'aller s'exprimer, c'est choisir ses dirigeants selon ce que le peuple voulait voir à la tête des institutions de notre pays, notamment au niveau de la présidence de la République. Voilà que, Dieu merci, malgré qu'il y avait un tableau chaotique, des prédictions apocalyptiques par rapport aux élections du 30 décembre, nous sommes arrivés à atterrir en douceur, en bonté. Nous avons eu ce que nous appelons aujourd'hui la première passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. L'alternance tant attendue, tant souhaitée par l'ensemble de notre peuple. Voilà déjà, ça c'est un satisfait général pour nous tous en tant que Congolais, mais aussi le monde était très regardant par rapport à ce qui s'est passé au pays. Donc nous avons atterri en bonté. Aujourd'hui, nous avons un président sortant en vie, entré de vivre dans notre pays, chose qu'on n'a jamais ni lu dans l'histoire de notre pays, ni vécu de notre temps. Mais aujourd'hui aussi, nous avons un président en exercice qui travaille selon le souhait de notre population. Voilà un peu en bref à ce que je peux répondre à votre question. Mais pour revenir, ma famille politique a eu à entamer des primaires, que j'appellerai des primaires parce que moi-même j'y pris part. Nous avions eu jusqu'à choisir les dauphins ou le successeur du président Kabila. Mais parce que le peuple, la volonté du peuple a décidé autrement. Aujourd'hui, il y a un président venant de l'opposition qui nous dirige nous tous. Il est le président de tout le Congolais et nous l'acceptons comme tel. Et voilà qu'aujourd'hui, il ne gère pas le pays seul. Nous sommes en coalition avec lui. C'est ma famille politique qui mène aujourd'hui la direction aussi d'autres institutions de notre pays. Sur la même lancée,
maintenant, comment expliquer en tant que membre du FCC, au même moment que vous n'ayez pas la présidence et vous ayez la majorité des institutions du pays, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la coalition. Comment vous vivez cela? Mais écoutez, je pense que le chèque n'a pas été toujours quelque chose de bon à digérer dans la vie, mais en tant que démocrate, avec toute sportivité, nous avions eu à accepter la situation. Mais voilà, nous tirons toutes les conséquences parce que notre peuple en a voulu ainsi. Le peuple a voulu que l'opposition représentée ici par le président Tshisekedi qui vient de l'UDPS, le peuple congolais a voulu qu'un homme de l'UDPS prenne l'impérium du pays. Mais aussi, c'est le même peuple. Mais pas l'Assemblée nationale, le Sénat. Bien entendu, parce que nous avons présenté un candidat, mais qui, notre peuple, n'a pas pu choisir en majorité. Donc la majorité de notre population a choisi le camp de l'opposition, notamment l'UDPS avec le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Donc notre peuple nous a accordé une autre part qui n'est pas le moindre, c'est qu'aujourd'hui nous gérons les assemblées provinciales, nous gérons l'Assemblée nationale, nous gérons le Sénat, nous gérons beaucoup d'institutions autres et même le gouvernement de la République. Voilà, en fait, nous vivons cela avec beaucoup de sportivité, il faut accepter, mais tout en étant en train de réfléchir, en train de monter des stratégies pour enfin reconquérir le pouvoir que nous avons perdu l'année passée. Très bien. Yamba Norbert, quelle est la lecture que vous avez faite à l'époque pour expliquer comment le chef de l'État pouvait être chef de l'État, mais pas avoir la même mise dans les assemblées provinciales, assemblées nationales? Comment vous aviez digéré cela, vous de l'UDPS? Je voudrais renvoyer toute mon affection à mon ami et frère Enoch pour ce sens de solidarité, de respect, de considération à l'interlocuteur. Cela m'est allé tout droit au cœur et j'estime que c'est ça, faire un débat civilisé. Cependant, par rapport à la lecture, il faut reconnaître que nous étions un tout petit peu inquiets. Parce que ça paraissait un peu paradoxal qu'on a la majorité, parce que le président de la République est élu au suffrage universel, et cela pouvait avoir une répercussion au niveau des instances subalternes. Même chercher à vous bloquer, par exemple. Et donc, voilà. Donc, on espérait effectivement que de la même manière qu'on a eu de voix au niveau présidentiel, que l'on puisse aussi de voix au niveau de l'Assemblée nationale, provinciale, etc. Moi-même, j'étais candidat député national. C'était pas si facile. Hein, c'était pas si facile. Mais bon, le peuple a voulu ainsi. Et voilà, nous avons cette configuration. Raison pour laquelle nous avons décidé que nous avons présenté une vision, nous avons présenté une offre politique. Mais gérer un pays, il faut avoir les outils. Et les outils, c'est le gouvernement, ce sont le gouvernement à l'échelle nationale, provinciale ou locale, etc. Et qu'à ce niveau, nos frères du FCC ont acquis la majorité. Et alors maintenant, pour qu'on ne mette pas les idées du président au frigo, il fallait tout faire pour qu'on puisse construire ce que nous appelons des synergies gagnantes, de manière que nous ayons tous un agenda, et nous ayons un seul entraîneur, et nous ayons une seule vision, et ensemble, on va gagner tous. Raison pour laquelle nous avons accepté ce score électoral, et nous avons pensé tourner la page pour voir l'avenir. Et l'avenir aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul président de la République qui est censé être l'entraîneur de la République, mais il y a des gouvernements. Or, le gouvernement, il y a toujours un pilote, il y a toujours un commandant en chef, etc. Il y a toujours un entraîneur dans une équipe. Et par rapport à ça, c'est la vision du président. Mais aussi tenir compte, naturellement, des partenaires qui sont avec nous, etc., qui, aujourd'hui, font que nous soyons dans une coalition. Donc, nous tournons la page, nous voyons l'avenir, mais nous formons une équipe. Alors, une équipe sans couleur, et nous croyons véritablement l'idée
contre la pauvreté de notre peuple parce qu'il y a cohésion, parce que nous sommes ensemble et que cela va nous permettre, c'est une force supplémentaire pour que cette vision du président, la vision de cet agenda partagé, parce que nous sommes mis d'accord sur un projet, sur un programme, et c'est ce programme-là qui sera d'application et chacun devra trouver son compte. Pour épuiser cette question sur la passation civilisée au sommet de l'État, il y a le volet commémoration qui a même fait couler de l'encre et salive concernant la commémoration de l'alternance en RDC. Vous, de l'UDPS cadre et aussi panafricaniste, pensez-vous qu'il y ait lieu de pouvoir commémorer l'alternance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en festoyant, et on est allé dans des sommes folles, 6 millions de dollars. Vous êtes du même avis? Moi, je crois que cette question, lorsqu'on a fait l'histoire, ce qui représente le parcours politique de notre pays, il a été démontré qu'il n'a jamais eu une occasion aussi favorable qu'il y ait 2 présidents, un assis sur place, n'a pas fui, et qui est là, qui a la liberté d'action, etc. Et un autre qui entre et qui vient de l'opposition. Cette alternance, que d'aucuns considèrent comme civilisée, est une action que nous considérons très marquante dans le processus de l'histoire de notre pays. Et nous avons pensé que pour domestiquer cette culture, cette altitude, pour ne pas donner libre cours à d'autres personnes aussi violentes, de faire le contraire de ce que nous avons observé le 24 février 2019, il fallait donner, n'est-ce pas, du tonus par rapport à cette date. Et c'est comme ça que, bon, on aurait souhaité naturellement qu'on en fasse, et on fasse quelque chose qui permettrait de marquer naturellement les esprits. L'idée ici, c'est la pédagogie de construire un état d'esprit qui permette à pérenniser le jeu d'alternance. Mais écoutez, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, lorsqu'on est un bon manager, on responsabilise une commission et la commission fait son travail. Il détermine un certain nombre, n'est-ce pas, de dépenses à réaliser, etc. Dans le travail qui a été fait, ils ont produit, n'est-ce pas, un budget. Je ne connais pas assez ce qui s'est passé, quel est le montant réel, parce qu'il y a un montant qui circule dans les réseaux sociaux. 6 millions de dollars. Bien entendu. Alors maintenant, quand on fait ce travail-là, il y a 2 étapes à franchir. La première étape, c'est celle qui consiste à présenter, n'est-ce pas, le résultat de la commission auprès du gouvernement de la République. Et la dernière étape serait l'étape qui devrait arriver au président de la République. À chaque étape, on devrait naturellement regarder les différentes urgences de la République, j'allais dire les priorités, regarder les moyens disponibles, regarder la pertinence de l'action et la décision qu'il faut prendre. Et vous avez vu, à l'arrivée véritablement de cette question au niveau du gouvernement, il a été estimé que ce montant ne pouvait pas être véritablement dépensé et qu'il fallait revisiter. À ce moment-là, le président n'avait pas encore donné son point de vue. Et quand ça arrive auprès du président, et quand on a véritablement brandi ces montants, je crois qu'il était de bonne loi que le président, n'est-ce pas, prenne la décision de ne pas aller dans ce sens-là, étant donné les urgences et les priorités. Moi, je voudrais terminer cette question en disant, mais c'est comme ça que nous devons fonctionner. La gouvernance, elle suppose la multiplicité des acteurs. Et la performance des institutions est le résultat de ce qui représente la contribution de chacun dans l'analyse, dans l'examen et dans l'évaluation des décisions gouvernementales. Alors maintenant, si les citoyens, les journalistes, la société civile, le parti politique estiment que ces montants ne correspondraient pas véritablement à l'activité réalisée, ou ce n'est pas une priorité pour la République, et si les autorités écoutent et prennent la décision de ne pas aller dans le sens de ce qui a été proposé par la Commission, il faut saluer. Il faut saluer que, bon, au moins là, nous avons des autorités qui savent écouter le peuple parce qu'elles travaillent au nom du peuple. Jean-Enoch Norbert Yamba dit qu'il y a lieu de célébrer, de symboliser l'alternance. Mais selon vous, quel format? Format 6 milliards?
un format réflexion, conférence. Donc, voilà. Vous qui êtes du FCC, parce que il y a certaines langues qui pensent que le président honoraire ou le sénateur à vie, Joseph Kabila, voudrait aussi marquer de son empreinte la visibilité concernant l'alternance en RDC. Non, mais écoutez, il est un acteur majeur, le sénateur à vie, l'Eurovivant, comme nous l'appelons chez nous. Ce que je vais dire ici, c'est que cette polémique a été plus alimentée par le média, qui en ont fait leur chanson de tout le jour. Mais sinon, j'invite encore les amis de médias d'arrêter cet amalgame. 6 millions, ce n'était pas juste pour festoyer. C'était pour? Ben écoutez, il y a eu des actions bien échelonnées qui ont été établies dans un calendrier coordonné des actions. Notamment, c'était plus pour les actions humanitaires que pour festoyer, boire du champagne comme certains le pensent. Mais il y a déjà une affaire, comment on appelle ça? Il y a déjà une structure qui s'occupe de cela, le ministère des Affaires sociales et humanitaires peut-être qui peut s'en occuper. Pourquoi créer une entité dans le cadre de la commémoration? Mais on peut mettre sur pied une commission ad hoc juste pour une activité, puis cela passe, ce n'est pas éternel comme le ministère dont vous êtes en train d'évoquer. Mais voilà ma petite réflexion là-dessus, parce que comme mon co-débatteur est en train de le dire, aujourd'hui nous devions, n'est-ce pas, se réjouir, mais aussi préserver ou conserver les acquis de notre jeune démocratie. C'était les jalons qui ont été posés, ça n'a jamais existé. C'était pour la première fois, ça vaut tout son pesant d'or. Nous devons conserver cela, nous devons le prêcher, nous devons l'immortaliser pour que les générations futures s'en servent de modèle ou d'exemple. Voilà au moins l'idée derrière la commémoration que je vais dire du 24 janvier 2019. Donc voilà en quelque sorte, je ne voudrais pas que les gens voient seulement le côté fête où on va dépenser, dilapider l'argent du trésor public pour festoyer. Non, non, ce n'était pas cela. Donc il y a eu tout un calendrier. Je pense, peut-être il y a eu un déficit communicationnel par rapport à cela. La commission devait revenir une fois de plus pour expliquer à long en large à notre population, voilà ce qui est prévu. Voilà 1 million servira de ceci. Voilà 500 000 ira. Quand on dit que l'État n'a pas d'argent, il y a des priorités humanitaires. S'il vous plaît, l'État... Bon, non, non, tout ça, on est en train aussi, on veut trop polémiquer dans notre pays. L'État n'a pas d'argent, pourquoi? L'État a l'argent et pourquoi? Donc voilà toutes ces questions qu'il faudra se poser ou des questionnements là-dessus. Mais ce que je vais dire ici, c'est que les 6 millions n'étaient qu'une proposition. D'ailleurs, rien n'a été acté ou pris en compte. Jusque-là, c'était dans une phase de proposition. La commission a travaillé, a présenté le travail, il a présenté les budgets. Mais voilà. Donc on a jugé bon de revoir cela. Mais j'ai senti toute la classe politique, la société civile, le média qui en ont fait. Non, mais s'il vous plaît, dans ce pays, on a besoin par moment de poser des monuments qui vont rester éternellement pour servir aux générations futures. Poser des monuments qui vont rester pour servir aux générations futures. Au tout début du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, on a senti un peu une hésitation, on a senti un peu, on ne savait pas où on allait. En attendant le gouvernement, le président de la République a lancé son programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Et dans ce programme, il y avait plusieurs secteurs qui ont été énumérés. Comment vous, du côté du FCC, avez pris cela? Comment vous avez analysé cela en attendant que le gouvernement vienne? Mais voilà que le chef de l'État a sauté sous l'occasion parce qu'au lendemain de son élection, le peuple attendait déjà voir ce qu'il le proposait. Mais voilà que le chef de l'État ne pouvait pas rester en train de croiser les bras en attendant la sortie du Surtout en vous attendant, vous? Non, non. Le FCC? Non, pas du tout, pas du tout. Lui-même l'a si bien dit que nous étions des familles
très opposés pendant beaucoup d'années. Il faudra Chacun un travail, faisait ses caprices de son il côté. faudra un travail de rapprochement jusqu'à ce qu'on aplanisse les divergences qui nous minaient entre nous, tu vois. Donc, mais le chef de l'État a dit en urgence poser des actions. Mais je dois rappeler ici que parmi tant d'autres de ces actions, il a dit faire ce qu'on a la continuité de l'État parce qu'il a récupéré même les anciens chantiers. Jadis entamé ou commencé par Joseph Kabila pour continuer les insérer dans son programme d'urgence de 100 jours. Tout ça, c'est pour la continuer, faire tourner l'appareil de l'État afin que le peuple sente que dans ces pays, il y a les acteurs, il y a les dirigeants qui font tourner les choses. Donc, il ne pouvait pas rester dans son fauteuil en attendant le caprice de politiciens que tu as voulu évoquer tout à l'heure. Donc, voilà un peu. Nous avons apprécié cette démarche parce que ça devait être mettre le pays en mouvement, booster les choses, aussi soutenir l'espoir qu'a suscité la passation pacifique du pouvoir de notre pays. Norbert Yamba, c'est vraiment bien quand votre ami de la coalition reconnaît que le président ne devait pas rester les bras croisés malgré les caprices des politiciens. Selon vous, programme des 100 premiers jours du chef de l'État, à peu près 304 millions de dollars répartis par 3 structures, Trésor public, 200 millions à peu près, après suit l'FPI, 70 millions à peu près, pour terminer avec le FONER, 23 millions. Selon vous, l'acte posé par le chef de l'État devait imprimer quelle vision de sa politique? Non, mais c'est une vision qui est basée sur la thématique peuple d'abord. Mais il faudrait quand même que j'ajoute un élément à ce que disait tout à l'heure mon co-débatteur, c'est que, parce que beaucoup des langues se sont déliées pour dire que bon, pourquoi il a géré seul, pourquoi, oubliant de pouvoir photographier le contexte de l'époque. C'était au moment où on venait de terminer les élections, il n'y avait pas encore une assemblée ou un parlement, et qu'il y avait un gouvernement qui assurait les affaires courantes, etc. Et que bon, le président de la République qui arrive, le temps de tractation, avait pris la responsabilité de mettre en place, n'est-ce pas, un programme intérimaire. Et ce programme intérimaire, vous l'avez dit, avait autant des centaines de millions de dollars. Lui voulait montrer sincèrement que le peuple est toujours en amont et en aval. Et donc, c'est lui qui définit et c'est celui qui est le bénéficiaire par excellence des actions. Raison pour laquelle, dans les 3 mois, le président a prévu un certain nombre de choses. Tout compte fait, en termes du bilan, 70%. J'ai suivi son discours en face du Congrès, n'est-ce pas, au Parlement. 70%, n'est-ce pas, des actions qui ont été prévues ont été réalisées. Entre-temps, il y a des actions qui sont en cours. Et ces actions se répartissent en 6 composantes. Il y a d'une part la décrispation politique, avec tout ce que nous avons vu comme libération des prisonniers, le retour des exilés. Politique emblématique. La mise en œuvre de libertés individuelles et collectives, etc. Et puis, deuxièmement, c'est le problème de l'éducation. L'éducation ici entendait la construction de certaines écoles en urgence. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Kanchachi, avec ce qui s'est passé à Mokengeli, dans la commune de Lemba. Il n'y a pas que ça, c'est un peu disséminé à travers la République, mais ciblé. Moutandis pour la santé, on a vu des hôpitaux réfectionnés, il y a eu des centres de santé construits, etc. Il y a eu des décisions sur l'électricité. Il y a des endroits où des groupes électrogènes à forte capacité de KVA, etc. À Likassi, un peu presque partout. J'ai vu même que le président de la République a pris l'option, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ce que nous appelons des énergies renouvelables. 3 provinces devront y bénéficier, ce que nous appelons des centrales solaires, etc.
Il n'y a pas que ça, bon, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui qui est en cours avec toutes ces douleurs d'enfantement, mais la décision est prise, on est en train d'avancer, on ne va pas reculer, parce que c'est une décision qui relève de la conformité à la Constitution. Il y a les routes. Vous savez que Kinshasa a connu un problème de route ici, l'avenue de l'université, l'avenue Lombo Makiadi, l'avenue Koutou, Tourisme, Kulumba, d'ailleurs une grande avenue qui a été négligée à l'est de la ville, etc. Et donc, toutes ces avenues ont été requinquées. Il n'y a pas que cela, le président de la République s'est engagé à mettre le militaire et le policier dans des conditions normales. Raison pour laquelle 1500 maisons en montage ont été commandées. 300 par province, il y a 5 provinces, Congo central, Kinshasa, Kassa oriental, Kasaï central et le site Kivu. 2000 sont en train de venir justement pour continuer les dispatching. Il n'y a pas que ça, il y a des routes, des dessertes agricoles, il y a de grands projets qui sont déjà prévus dans la perspective de pouvoir désenclaver le pays et construire une certaine intégration sous-régionale et régionale, etc. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui a été prévues, encore que 70% des réalisations, et on continue. Vous savez, le problème de ce mouton, c'est en cours. C'est en cours. Et vous voyez que l'idée, c'est d'aérer la circulation. Et je crois que d'ici là, quand je regarde ce qui se passe à Kinsuka, moi je dis, ok, ça y est, on ne s'est pas trompé d'adresse. Donc, voilà autant de réalisations que d'aucuns considèrent comme des promesses. Là aussi, c'est un problème réel dans la classe politique qui ne sait pas différencier les réalisations et les promesses. Alors maintenant, si on continue à considérer les réalisations comme des promesses, c'est qu'on rentre dans un débat de quartier, on quitte le débat de prospérité. Il faut que chacun de nous s'élève pour avoir un seuil de critiques responsables. C'est de cette manière-là qu'on va véritablement construire la performance de nos institutions. Construire la performance de notre institution, Jean-Enoch, le président l'a reconnu, la RDC est un pays à forte potentialité, richesse, mais avec un peuple au même moment très pauvre. Au mois d'octobre 2019, je précise le mercredi 16, il a présenté un programme accéléré concernant la lutte contre la pauvreté. Vous qui êtes partenaire de l'alternance, pour chasser la pauvreté, il faut créer des richesses. Exact. Pour créer des richesses, il faut travailler. Exact. Pour travailler, il faut qu'il y ait des entreprises, que ce soit privées ou publiques. Pour que ces entreprises puissent travailler de manière efficiente et équilibrée, il faut que des hommes et des femmes soient placés à leur tête. Très bien. D'où ma question, par exemple, à faire GECAMIN, à faire des signatures ou des promulgations du chef de l'État qui ne sont pas respectées. Est-ce que c'est là à tendance, surtout venant de votre côté, c'est là à tendance à faciliter la mobilité ou les décisions du chef de l'État? Mais voilà, je dois reconnaître ici la volonté, l'engagement politique du président actuel. C'est ce qui nous a, autant depuis 1960 dans ces pays, cet engagement, cette volonté forte de placer le pays sous la route du développement ou de l'émergence. Donc je salue cela en passant parce que depuis que le chef de l'État a pris le pouvoir, on a assisté à cette volonté manifeste de faire bouger les lignes afin de booster sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan éducation et j'en passe. Voilà qu'aujourd'hui, il faut rappeler aussi que le travail a été fait déjà aussi en amont quelque part parce que Antoine Tshisekedi n'a pas trouvé un pays qu'on dirait inexistant, mais le pays, les institutions fonctionnaient déjà. Beaucoup de choses ont été mises en place pour permettre, n'est-ce pas, la continuité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais voilà, pour répondre à votre question, nous vivons un contraste, c'est-à-dire que nous avons un pays sur le plan potentiel très très riche, mais dont la population
populations croupissent jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la pauvreté. Cette question a fait... en fait, il a eu raison de faire beaucoup d'études, de recherche. Comment est-ce que nous pouvons avoir un sous-sol, un sol très très riche, mais dont le peuple est encore très pauvre. Un contraste dont nous sommes tous d'abord appelés à s'y mettre, à travailler, à tourner la tête, à réfléchir, afin de donner des réponses adéquates. Mais par rapport aux signatures bloquées que je vous ai portées, je vous ai posées... Sur cette question, s'il vous plaît, je dois un peu revenir, parce que ça a créé aussi beaucoup de polémiques dans notre pays. L'affaire 200 millions avec Albert Youma. Non, s'il vous plaît, je pense que dans ces pays, on évoque certaines questions, mais dont on ne maîtrise pas tout le paramètre. Ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment être très vite recadrés. Notamment sur la question de nomination du chef de l'État. De l'État bloqué par certaines non, institutions. ce n'est pas seulement. À l'époque, il y a eu un problème de vice de procédure sur le plan juridique. Sur le plan juridique, il y a eu un problème manifeste. Aujourd'hui, entre parenthèses, je dois le dire. À l'époque du président Joseph Kabila, tu ne trouveras pas des entraves. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, il y a eu vice de procédure, mais aussi une violation d'une disposition constitutionnelle par rapport à cette nomination. Le temps nous fait défaut. Peut-être prochainement, je vais vous montrer, article à l'appui, toutes les violations constatées dans cette nomination. Je pense que on pourra s'y rattraper afin que les nominés soient rétablis dans leurs droits. Mais pour la question de 200 millions, mais s'il vous plaît, mon cher ami journaliste, est-ce que vous maîtrisez tous les dossiers? Vous maîtrisez tout le paramètre? Vous qui êtes là, on vous pose la question. Non, mais les choses se racontent du jour le jour. Je n'ai fait que poser une question. S'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, les gens en polémique dans tous les sens. Mais il n'en est pas question. Au fait, le problème, c'est que je pense que dans une émission prochainement, j'amènerai ici avec moi le document pour prouver et montrer noir sur blanc. D'ailleurs, les gens ou les compatriotes, les Congolais qui sont accusés, notamment Albert Youma et consorts, ils sont présumés innocents. Mais aujourd'hui, on les taxe de tous les noms, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà que la société, je ne camine pas les trichements d'Albert Youma et ses compagnons, ont signé un contrat de prêt avec la société en face. Mais cette société, il faut aussi le rappeler ici, est sous sanction américaine. C'est une société sous sanction américaine. Quand vous avez sur vous, sur votre tête, les sanctions américaines, tirez attention parce que quiconque traite avec vous tombe sous le coup de même sanctions. Voilà un peu, en quelque sorte, la GECAMINE est en train de se réserver. D'abord, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'affaire est encore au niveau du cours des tribunaux. Laissons le juge faire leur travail sans entrave ni sans interférence. Dans le jour prochain, on va nous donner le verdict véritable sur ces dossiers. Verdict véritable, vous aussi laissez aussi de mettre des entraves aux décisions du chef de l'État. C'était juste une observation. Norbert Yamba, Jean-Enoch dit vice de procédure. Or, nous voulons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir faire avancer les entreprises de telle sorte qu'on puisse avoir de l'emploi, créer des richesses et que cette richesse soit équitablement distribuée ou redistribuée entre les populations qui croupissent dans la misère, tant que les civils et les militaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Merci, mais avant que je ne dise un mot par rapport à cette question de procédure, je voulais simplement dire que le président de la République a une vision très significative autour de la mobilisation des ressources pour permettre naturellement des allocations rationnelles afin de répondre aux problèmes de nos concitoyens. Vous savez que nous avons des recettes potentielles dans ce pays. On a entendu parler le langage à l'époque, je me rappelle bien, c'était le ministre du Budget qui parlait de coulage de recettes. Il y en a ceux qui parlent de sointage de recettes. Le conseiller spécial de l'ancien président parlait de 15 milliards volatilisés chaque année, etc. Un panel de chercheurs qui a travaillé sur la corruption dans notre pays a démontré que si on arrête la proportion de la corruption en proportion de 30%, on peut aller l'année suivante
en 55 milliards de dollars du budget, etc. Tous ces éléments faisant combine montrent très clairement qu'il y a un problème dans notre pays autour des recettes, autour de la gestion des moyens de la République. Ce qui construit le paradoxe entre l'extrême pauvreté et l'extrême construction des îlots d'abondance. Il y a une minorité de gens qui ont des richesses incroyables dans ce pays. Et vous voyez des gens construire des buildings et vous voyez l'État n'a pas, même pas la couche de peinture. Ce paradoxe a poussé le président de la République de réfléchir sur des mécanismes qui consistent véritablement à réduire le sointage et le coulage. Raison pour laquelle il a mis d'abord une cellule en fait, de changement de mentalité, justement pour travailler de manière à défomenter, à déprogrammer, à décoloniser psychologiquement les gens, etc. Il a donné une partie des responsabilités également au ministère de la Jeunesse pour y travailler dans les cadres de la citoyenneté responsable. Mais il a voulu également requinquer les différents services de dissuasion, notamment les cours et tribunaux, l'Agence nationale des renseignements, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'Assemblée nationale provinciale, il y a aussi le Sénat, etc. La société civile dans les cas de contrôle citoyen. Et le président ne s'est pas arrêté là. Et il a travaillé dans le sens de mettre en place une agence nationale de lutte contre la corruption qui devra faire véritablement le traquage, n'est-ce pas, de tout ce qui se révèle comme vautours ou voleurs des biens de l'État. Voilà, donc tous ces éléments mettent en place ce que nous appelons le système de surveillance mutuelle. Parce que j'entendais un homme politique dire, même ce matin, j'ai l'écouté dans une conférence de presse, dire mais où est-ce qu'on irolera la région? Mais écoutez, c'est de la fumée, c'est du vent. Arrêtez, arrêtez. Si on met en place des mécanismes de surveillance mutuelle, et que les cours et tribunaux peuvent faire véritablement leur travail, et que chacun joue sa partition, parce que la pauvreté est très profonde et ça affecte tout le monde. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut avoir véritablement de revenus pour travailler. Ça, c'est au niveau de la vision du président de la République. Et nous attendons véritablement mettre en branle cette vision cette année 2020 avec la complicité du gouvernement et avec la complicité des trois échelons administratifs, l'échelle nationale, l'échelle provinciale et locale. Mais en ce qui concerne la procédure qui n'a pas été respectée, bon, écoutez, vous savez, nous sommes africains. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit, chers journalistes, que lorsqu'on est africain, il faut construire notre propre démocratie. Et il faut sortir du paradigme occidental qui relève véritablement du juridisme. Il y a des questions pour lesquelles il faut user ce que nous appelons la philosophie et la pratique politique. Le chef de l'État, c'est l'autorité morale de la République. Quelqu'un dirait c'est un personnage sacré. Lorsqu'il y a des contestations institutionnelles, par rapport à ces décisions, qui visiblement, je n'allais pas dire que ça énerve la Constitution, ça n'énerve pas la Constitution, mais on peut toujours faire véritablement une discussion par rapport à ces questions, mais si on ne veut plus l'écouter, on le bloque à tout moment, il ne peut plus prendre des décisions stratégiques, c'est qu'on est véritablement en train de désacraliser cette autorité qui est censée bénéficier le respect, la considération pour tout le monde. Et même si, dans l'hypothèse où il aurait commis une erreur, il y a des procédures pour lesquelles on peut utiliser pour ne pas mettre sa personnalité à contradiction avec toutes les convictions et l'espoir véritablement drainé sur lui. C'est cela. Et donc, il y a des décisions qui ont été prises. Le gouvernement, aujourd'hui, que nous avons, qui entre, n'est-ce pas, presque en marche à partir de novembre, parce qu'en réalité, c'était ce programme intérimaire jusqu'en novembre. En tout cas, j'ai entendu parler le président. Et donc, pendant ces temps-là,
on ne va pas laisser la République ne pas fonctionner. Il peut y avoir des décisions, ce que nous appelons des mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires, il faut poser la question sur la compatibilité par rapport à l'intérêt de la République. Et moi, j'estime que, regarder la situation de la GCAMIN, regarder la situation de CNCC, moi, je pense qu'on avait quand même besoin d'un leadership pour construire véritablement la dynamique qui permettent véritablement à booster ces différentes entreprises. Quand cela ne tienne, bon, il y a eu blocage parce que chacun doit jouer sa partition. Le président a fait sa partition. Il fallait que le ministre du portefeuille fasse la sienne. Et là, à ce niveau-là, on a ressenti naturellement qu'il y a eu un blocage. Vous avez dit que bon, à l'époque de Joseph Kabila, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que Joseph Kabila, il avait la majorité partout, etc. Et puis bon, il était la seule autorité morale qui devait donner, n'est-ce pas, des instructions et des orientations. Et personne ne pouvait remettre en question ce qu'il pensait. Mais aujourd'hui, et je crois que c'était l'avis du président Kabila et du président, de l'ancien président Kabila et du président Tshisekedi, qu'on forme une équipe. Et quand on forme une équipe, il n'y a plus de couleurs et on peut véritablement booster. Malheureusement, il semble-t-il que ça booste, ça a dérangé les intérêts de certaines personnes et puis on a bloqué la chose. Mais ce que je sais, c'est que ces décisions ne seront jamais remises en question. Ces décisions seront d'application, mais peut-être il peut y avoir des petites corrections au niveau de la procédure, etc. Nous atteignons déjà la fin de notre échange. Ça sera des mots de conclusion. Jean-Enoch, en tant que membre du FCC, grâce à votre parti cher à l'AG Matemo, Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, comment le FCC en 2020 peut aider le président Félix Tshisekedi à atteindre son objectif? Mais voilà que l'autorité morale du FCC, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, c'est un monsieur toujours à l'écoute, mais aussi très attentif à tout ce qui se passe dans le pays. Déjà, vous avez suivi avec moi que le lundi passé, il a réuni ses lieutenants au niveau de Kingakati. Le seul mot qui n'a cessé toujours de revenir sur sa bouche, c'est que respecter la coalition, travailler pour le bien-être de notre peuple, donc faites en sorte que le président Antoine Tshisekedi réussisse dans son mandat. Donc voilà un peu. Donc déjà cette volonté politique qui est prise à bras-le-corps par l'autorité morale et qui les communique aussi à toute notre famille politique est déjà un point de départ aussi important. Donc, mais à côté de cela, c'est la volonté de tout le monde. Vous savez, aujourd'hui on est en coalition. Du moment où tous on est aujourd'hui au gouvernement, nous cessons d'avoir des appartenances partisanes ou de couleurs partisanes de d'où nous venons de quelque part. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'avec la volonté de tous, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense que mon pays, la RDC, aura à vivre de beaux jours. Jean Enoch, avec sincérité, bien entendu. Vous aidez Félix Antoine Tshisekedi à bien travailler jusqu'à 2023. Vous pensez que l'un du FCC va revenir si l'autre a déjà bien travaillé? Écoutez, Joseph Kabila l'a dit, il faut être respectueux de la parole donnée. Jusqu'en 2023, nous soutiendrons Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision afin que notre peuple se retrouve. Parce que nous savons que si Félix Tshisekedi arrivait à gagner, ça sera aussi la victoire du FCC. Ça sera aussi la victoire du FCC. En conclusion, Norbert Yamba, vous allez aussi associer avec votre grande activité, conférence que vous allez organiser le 4 janvier, si je ne m'abuse, 2020, une grande conférence. Quelle est selon vous la perspective pour l'année 2020 du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Comment il doit l'orienter en tenant compte de sa propre base qui est l'UDPS, son parti politique, qu'il a vu naître, qu'il a vu devenir un grand leader, en tenant compte de l'accord entre le CACH, l'UNC et l'UDPS, et en tenant compte de sa vision avec le FCC? Non, je suis très heureux d'avoir passé un bon moment avec mon co-débatteur Jean-Enoch. J'ai compris que bon, on est Congolais, on est jeunes, on a besoin d'avancer et de voir le pays progresser. Et si
on a la même vision, on a la même préoccupation. Je pense que, bon, on n'a pas d'intérêt à pouvoir jeter des pots de bananes pour que les choses ne marchent pas, parce que ça va de l'intérêt et de la réputation du Congo et des Congolais. Cependant, je formule le vœu aussi pour exprimer de la même manière que mon co-débatteur, pour dire à mes frères de CAGCOM, mes frères du FCC, le pays a besoin d'une cohésion et que le FCC doit reconnaître qu'il dispose de 65%, n'est-ce pas, des membres du gouvernement. Donc il a la majorité partout. Il endossera la responsabilité. Et cette responsabilité, à force de bloquer davantage Félix Tshisekedi à prendre une décision, Enoch, écoutez, le peuple est en train de voir et d'observer. Si à un moment donné, le FCC a été sanctionné à la présidence, c'est que très clairement, il y a eu un problème de respect, n'est-ce pas, des dispositions constitutionnelles, parce qu'on ne voulait pas que le président Joseph Kabila traverse le mandat. Il ne faudrait pas non plus davantage envenimer la situation déjà précaire. C'est-à-dire, à tout le moment où le président de la République, qui est censé être un personnage sacré, voudrait prendre une telle décision, on sait que se bloquer à tel ou tel niveau, et que c'est de la volonté délibérée, n'est-ce pas, de certaines personnes, je pense que ça ne va pas dans l'intérêt du FCC de répondre en 2023. Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler dans une sorte de cohésion pour que nous puissions tous gagner. Qu'est-ce qui empêche que même après 2023, qu'on puisse continuer la coalition? Nous sommes tous dans la même vision, dans la même idéologie, pourquoi pas ne pas avancer. En ce qui concerne mon parti, l'UDPS, moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, si on dormait jusqu'à 8 heures, on est obligé de se réveiller à 5 heures pour faire le travail. Nous avons besoin de construire l'ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Il faudrait que l'on mette en place ce que nous appelons des think tanks, des laboratoires, de boîtes noires qui commencent aujourd'hui à réfléchir pour aider véritablement notre président, notre gouvernement, nos institutions à aller de l'avant. Et là, ça nécessite une organisation, etc. Nous saluons pas, les efforts du président intérimaire, du secrétaire général et de tous les membres du secrétariat national, mais je pense qu'au niveau provincial, au niveau local, que ce soit ville, commune, secteur, chefferie, etc., on a besoin naturellement qu'on puisse y mettre un peu plus d'action pour que nous puissions avoir ce qu'on disait à l'époque sans et une par parcelle. rapport à votre activité pour Alors, par rapport à mon échange. activité, vous savez que l'Afrique a toujours été le continent qui a toujours souffert, le dindon de la farce. On a tenté plusieurs expériences. Il y a eu des présidents à vie dans ce pays. Il y a eu, dans des pays africains, j'allais dire, il y a eu des gouvernements de technocrates, il y a eu des gouvernements de coalition, il y a eu des gouvernements de la diaspora, il y a eu des gouvernements de professeurs, il y a eu des gouvernements. Toutes les expériences ont été réalisées. Quelle est la date, monsieur Et donc, ces expériences Norbert n'ont jamais donné de résultats. Nous faisons la conférence le 4 janvier. Le 4 janvier 2020, au croisement des avenues Mouchi et Cabinda, à l'hôtel Cabinda Center. À partir de 13h, mise en place terminée, invitation cordiale. Nous allons faire une démonstration et nous allons donner la voie de sortie. Il y a une thématique de la thématique porte sur la problématique sur l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On va dessiner ce que sera l'Afrique de demain, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'air véritablement d'avoir servi notre peuple. Merci, le temps c'est le temps. Merci à Jean-Enoch pour votre participation, ça ne sera pas une dernière fois. Merci beaucoup. Merci à Norbert Yamba, merci à la grande équipe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous nous avez raté, c'est dimanche à 22h30 sur King 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste 30. À moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. On peut s'élever. Très belle émission. Hein. Merci. Très belle émission, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci.